1000 personnes qui ont été rejointes, autant par nos conférences, nos formations, les ateliers, les conférences en tournée aussi. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont été parmi nous et ceux qui le sont pour la première fois. On espère que vous allez revenir pour les prochaines conférences dont je vais vous parler dans quelques minutes. On a aussi donc des formations qui sont d'une série de cours, si on veut, qui durent de 8 à 10 semaines, 1 heure et demie par semaine. Donc, quelques formations qui sont encore disponibles ou pour lesquelles il y a encore des places pour la session hiver. Le yoga sur chaise qui est toujours très populaire. Le plancher pelvien, donc surtout pour les dames, pas surtout, seulement pour les dames, il y a une discrimination sur le sexe contre laquelle je me bats continuellement, mais les hommes ne sont pas ennemis. On a déjà eu un homme qui écoutait de l'autre côté de la porte, par contre. Donc, c'est vraiment pour ceux qui ont des problèmes à retenir les urines, des problèmes d'incontinence. Puis, ça se passe à côté de mon bureau. Puis, ils ont toujours l'air d'avoir du plaisir. Ça a tellement l'air le fun parce qu'ils dansent. Avant ça s'appelait « Danse ton incontinence » parce qu'il y a des exercices de danse pour prévenir l'incontinence. Donc, ça a l'air très intéressant. Et l'autre, le mémo, qui est pour stimuler la mémoire, pour ne pas perdre la mémoire en vieillissant. Les prochaines conférences, toutes les conférences gratuites, la prochaine, il y a eu un changement à l'horaire de dernière minute. C'est une conférence qui est présentée en collaboration avec l'Observatoire Vieillissement Société. Donc, le rire, est-ce que c'est le meilleur des remèdes? Avec un professeur de yoga du rire. Donc, c'est le 21 janvier. Le 11 février, autour de la Saint-Valentin, conférence par Jocelyne Robert, qui est une sexologue puis auteure de livres sur la sexualité assez reconnue, qui a écrit un livre justement sur les femmes vintage, qui parle de sexualité, entre autres, chez les femmes vintage. Et le titre de sa conférence est « Sexualité et corps chiffonné ». Donc, je pense que ça dit un petit peu ce que ça veut dire. Donc, on l'a mis de façon exprès autour de la Saint-Valentin. Donc, le 18 février, baisse d'audition chez les aînés. Et on continue comme ça, qualité de vie dans les résidences privées. Pourquoi et comment prendre soin de son sommeil, donc avec Dr. Deng Vu, qui est un chercheur en sommeil, puis un neurologue qui travaille ici. Le 17 mars, il y a le grand congrès du CESCO, qui est le Centre d'excellence en santé cognitive. C'est un congrès pour les professionnels de la santé. Mais dans le cadre du congrès, donc le 17 mars à 18 h, c'est une exception qu'on a une conférence à 18 h, une conférence pour le grand public. Pourquoi aider un proche aîné? Penser à soi tout en pensant à l'autre. Donc, aider l'autre, mais sans s'oublier soi-même. Et s'il y a des professionnels de la santé qui sont parmi nous aujourd'hui, vous êtes intéressés à vous inscrire au congrès CESCO, vous avez les coordonnées ici. Le thème du congrès cette année, c'est comment prévenir les situations de crise chez les patients avec troubles cognitifs pour éviter le recours à l'urgence. Donc, le colloque s'adresse aux professionnels de la santé, puis la conférence grand public là, à 18 h. Enfin, comme toujours, merci à nos partenaires privilégiés, la Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal, M. Luc Maurice, qui est le président du CA de la Fondation, qui est avec nous aujourd'hui, le groupe Maurice, le Centre de recherche de l'Institut de gériatrie de Montréal, puis l'Observatoire Vieillissement Société, qui sont nos partenaires de la première heure. Enfin, si vous voulez vous inscrire à un atelier, une formation, vous pouvez le faire en personne en venant nous voir par téléphone ou par courriel à l'adresse qui est indiquée. Vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre ou nous suivre sur notre page Facebook pour être au courant de toutes nos activités. Donc, on passe à la conférence d'aujourd'hui. On a la chance d'avoir aujourd'hui comme conférencière Mme Véronique Yvon. Je crois que je n'ai pas beaucoup besoin de la présenter. Je vais le faire quand même. Députée de Joliette, qui a été ministre... ministre je ne le dirai pas le titre, mais elle était responsable de la loi sur les soins de fin de vie et sur l'aide médicale à mourir. Donc, c'est vraiment la mère de la loi sur les soins de fin de vie. Donc, je crois qu'on est privilégié de l'avoir aujourd'hui. J'aurais dû dire au départ on a annoncé 60 minutes pour la conférence. On risque de dépasser un peu parce que je crois que le sujet est intéressant pour garder du temps de discussion après la présentation de Mme Yvon. Donc, si vous voulez quitter après 60 minutes, sentez-vous bien à l'aise de le faire, mais on va probablement étirer ça, là, probablement jusque vers 90 minutes, si vous êtes intéressé, puis s'il y a des questions ou des discussions. Donc, Mme Yvon va nous présenter toute la genèse de la loi sur les soins de fin de vie, pourquoi on en est arrivé là, et nous présenter la loi, et entre autres l'aide médicale à mourir, mais aussi toute la loi sur les soins de fin de vie. Donc, Mme Yvon.
Bonjour. D'abord, merci beaucoup, Dr. Lucier, de l'invitation. Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées. Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent peut-être moins. Il y a des sommités dans la salle ici aujourd'hui, autant en soins palliatifs, en médecine, en gériatrie, qu'en éthique aussi. Donc, c'est vraiment un privilège de vous voir et de voir plusieurs personnes qui même étaient venues témoigner pendant les auditions, en voir encore beaucoup d'intérêt et être ici aujourd'hui. Mais je suis d'abord et avant tout ici pour les gens qui sont des personnes qui sont pratiquement des abonnés des conférences de l'Institut. Donc, toutes sortes de personnes, aînées ou moins aînées, mais qui s'intéressent à toutes sortes de sujets, qui ne sont pas des experts, mais qui s'intéressent à toutes sortes de sujets concernant la santé, le vieillissement. C'est d'abord et avant tout à ce public-là que je m'adresse aujourd'hui. Je suis très heureuse de l'invitation que m'a faite Dr. Lucier, que j'ai appris un petit peu à connaître à travers donc ce cheminement-là qu'a connu le projet de loi. Vous avez beaucoup de chance de l'avoir. C'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans sa profession et qui s'est investi aussi beaucoup dans, je dirais, l'application de la loi, parce que c'est une chose de la faire, de la concevoir, de la voter, mais ensuite, c'est une chose de faire en sorte que les règlements qui vont la rendre applicable sur le terrain sont à la fois cohérents avec l'objectif et l'esprit du législateur, comme on entend souvent, mais aussi avec la pratique sur le terrain. Donc, Dr. Lucier a participé à des comités du ministère de la Santé pour appliquer la loi et il a même été tout récemment nommé membre de la commission qui est créée en vertu de la loi sur les soins de fin de vie. Donc, vous avez aussi quelqu'un qui a été très impliqué et qui connaît très bien la loi, son processus et ses défis d'application. Donc, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici, mais d'entrée de jeu, je veux dire que justement, puisqu'il y a différents niveaux je dirais, de familiarité avec la loi ici, il y a des gens qui sont des experts pratiquement, il y a des gens qui ont peu de connaissances de la loi, et on voyait encore cette semaine que le Collège des médecins regrettait qu'il n'y ait pas une plus large campagne d'information parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour démystifier tous les aspects de la loi. C'est notamment pour ça que j'apprécie qu'il y ait des gens aussi qui connaissent moins la loi et qui viennent se renseigner. C'est à ça que je sers. C'est un peu pour ça que je fais une tournée. Je me promène beaucoup pour parler de la loi et de ses principaux éléments. Et je pense que oui, on devrait collectivement aller plus loin et je souhaite aussi qu'il y ait une vaste campagne d'information, notamment pour aider les gens, les équipes traitantes qui doivent faire face à de nombreuses questions de la part des patients qu'ils rencontrent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore parfaitement comprises, et aussi pour que les gens s'approprient vraiment la réalité de cette nouvelle loi. Donc, merci beaucoup d'être ici. L'objectif, comme le disait Dr. Lucier, c'est de vous dresser un peu le portrait de l'évolution. Pourquoi on s'est arrêté au Québec à cette question-là? Comment on a fait les choses pour arriver jusqu'à la loi? Et que comprend cette loi-là? Mais avant de faire ça, je vais m'arrêter quelques minutes parce que dans les dernières semaines, l'aspect juridique des choses a pris beaucoup de place et je sais que ça suscite encore certains questionnements. Et donc, je vais m'arrêter rapidement d'entrée de jeu sur cet aspect-là pour que tout le monde comprenne que cette loi-là, elle est bel et bien en vigueur et qu'il n'y a plus d'incertitude autour de son application et de son avenir. Et vous dire que je vais essayer de parler à peu près 40-45 minutes pour justement qu'on se réserve autant de temps, donc un autre peut-être 40-45 minutes en échange, ce qui permettra à des gens qui ont plus de connaissances de poser des questions plus pointues, puis à ceux qui ont moins de connaissances de pouvoir poser des questions aussi plus générales. Donc, avant d'aborder spécifiquement le contexte, peut-être juste vous dire, compte tenu de tout cet épisode judiciaire qui s'est déroulé au cours des derniers mois, que la loi, elle est bel et bien en vigueur depuis le 10 décembre dernier. Et qu'il y a eu un jugement de la Cour d'appel du Québec le 22 décembre dernier qui est venu dire qu'effectivement, le Québec avait tout à fait la légitimité
pour adopter une telle loi qui était fondée sur sa compétence en matière de santé. Pourquoi tout ça a pris une telle ampleur? Bien sûr, c'est parce qu'il y a des dispositions dans le code criminel qui touchaient le fait que le suicide assisté est interdit, ce qui a été déclaré invalide parce que violant des libertés individuelles de la personne par la Cour suprême en février dernier, donc le 6 février dernier, ce qui ne concernait pas la loi québécoise, il faut que tout le monde sache bien ça. Donc, ce n'était pas la loi québécoise qui était en cause dans ce jugement-là qui s'est rendu jusqu'en Cour suprême. C'était quelque chose qui venait de la Colombie-Britannique où on demandait d'invalider ces dispositions-là, ce qui a été fait. Et on a donné 1 an de délai au Parlement fédéral pour modifier le code criminel et faire en sorte aussi que les provinces puissent adopter leurs lois, parce qu'il est clair depuis le départ que les provinces sont aux premières loges parce que ce sont les responsables de l'application de tous les mécanismes de santé, de l'administration des soins au quotidien. Et ce qui a causé ce qu'on peut encore voir, un peu comme effet juridique, c'est que le fédéral n'avait pas encore bougé et qui fait en sorte qu'ils ont demandé un délai à la Cour suprême pour pouvoir avoir du temps supplémentaire pour modifier le code criminel. C'est ce qui fait en sorte que partout ailleurs au Canada, la loi n'est pas changée, mais nous, au Québec, on a agi dans le cadre de nos compétences. On n'est pas allé aussi loin que ce que la Cour suprême met de l'avant, justement pour s'assurer qu'on restait bien dans le cadre de nos compétences, qu'on n'était pas dans la réalité du suicide assisté, mais de l'aide à mourir. Donc, tout ça est très technique, mais je voulais juste vous dire que le Québec est dans une situation, depuis le 22 décembre, excessivement claire. La Cour d'appel a vraiment dit que la loi, oui, pouvait être en vigueur, demeurer en vigueur, et que c'était sur des bases juridiques solides. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'au Québec, on a un petit peu pris, je dirais, les devants avec ce très sensible, mais non moins très important débat-là sur la fin de vie? C'est qu'à l'automne 2009, il y a eu une rencontre de quelques circonstances qui ont fait en sorte que cette question-là est venue davantage à l'avant-scène. D'abord, il y a eu un très important rapport du Collège des médecins qui est venu. Le Collège des médecins s'était penché sur toute la réalité des soins en fin de vie et en est venu avec cette idée qu'on devrait regarder les soins sur un continuum pour accompagner le mieux possible les gens en fin de vie, et avec cette idée qu'il y avait des circonstances exceptionnelles, mais où les médecins, tout comme les patients qu'ils traitaient, se sentaient dépourvus en fin de vie face à des situations très difficiles de souffrance, d'agonie, et où on avait le sentiment qu'on pouvait se retrouver dans un cul-de-sac et qu'on n'était pas capable de pleinement endiguer les souffrances et les douleurs des gens que l'on voulait traiter. Et le Collège des médecins faisait ressortir qu'il a cette obligation prévue à son code de déontologie que lorsqu'un décès devient inévitable, il doit s'assurer qu'il survient dans les meilleures conditions possibles et en préservant la dignité de la personne. Donc, il faisait ressortir ça, entre autres choses, parce que c'était un rapport très élaboré, qu'il y avait cette difficulté-là dans la pratique et donc que le Collège des médecins souhaitait se pencher sur cette réalité-là. Il y a eu par la suite des sondages des 2 fédérations de médecins qui ont été contestés. Certains ont dit qu'ils n'étaient pas bien faits, pas scientifiques, bon, tout ça, mais qui ont fait ressortir qu'il y avait des questionnements de la part autant des médecins omnipraticiens que des médecins spécialistes et plus largement, je dirais, des équipes traitantes, parce qu'il ne faut pas oublier dans tout ça les infirmières, les travailleurs sociaux, les préposés aussi, qui sont souvent beaucoup plus en contact sur une base permanente et régulière avec les médecins, avec les patients. Donc, il y avait je dirais, cette ouverture-là d'une majorité de membres des corps médicaux à faire la réflexion et à aller jusqu'à une forme d'aide médicale à mourir.
Mais je vous dirais que, puis je l'ai abordé d'entrée de jeu, la question du code criminel versus les compétences québécoises. Donc, je pense qu'on commence à comprendre que le Québec a agi en vertu de sa compétence en matière de santé. C'est pour ça que je vais y revenir. Ce n'est pas une loi sur l'aide médicale à mourir et c'est très important parce que même si dans les médias, le focus a été, je dirais, à 90% sur la notion spécifique d'aide médicale à mourir, qui est un peu la nouveauté de la loi, c'est une loi qui est beaucoup plus large, qui est d'abord et avant tout sur les soins palliatifs et l'accompagnement des personnes en fin de vie. Je vais y revenir. Mais tout ça pour dire que cette compétence-là, elle est très claire versus une compétence fédérale qui est beaucoup plus, je dirais, limitée, mais qui s'adresse à la question plus spécifiquement du code criminel, de savoir ce qui est acceptable ou non d'un point de vue criminel, donc de mœurs dans une société. Et bien sûr, c'est une réalité qui existe dans quelques États américains et dans certains pays européens où, depuis la fin des années 90, début des années 2000, il y a une forme d'aide à mourir, donc notamment Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Oregon, Washington, Montana et la Suisse. Mais la Suisse est dans un modèle différent. Il n'y a personne d'autre qui est dans le même modèle que la Suisse, où c'est beaucoup plus, je dirais, libéral. On est beaucoup plus dans une réalité de suicide assisté qui est très différent des autres juridictions. Et dans les juridictions où ça existe, ça varie entre 0,5 à environ 3% des décès qui peuvent être liés à une forme, une autre d'aide médicale à mourir. Mais il y avait un contexte beaucoup plus large. Je dirais que ça, c'est plus le contexte immédiat, mais il y a un contexte beaucoup plus large qui fait en sorte que, comme société, face notamment au vieillissement de la population, mais face aussi aux avancées de la médecine, des sciences pharmaceutiques, on se rend compte de la technologie qui prend de plus en plus de place dans la médecine, que la mort ne se passe plus du tout comme avant, il y a 40, 50 ans, même comme il y a 20, 25 ans. Il y a un des intervenants qui est venu devant nous en commission et qui nous a dit, vous savez, il y a quelqu'un qui, il y a encore peut-être 20 ans, aurait été vu comme un mourant, peut maintenant être pratiquement transformé en malade chronique, tellement on a un arsenal de moyens maintenant de soigner, mais aussi de prolonger la vie. Mais parfois, on peut se poser des questions, à quel prix? Et jusqu'où ces avancées-là sont toujours une avancée pour la personne, pour son confort, pour sa dignité, versus jusqu'où il y a des circonstances où assez c'est assez et la personne souhaite pouvoir exercer son libre arbitre et pouvoir arrêter une certaine forme de souffrance ou d'agonie. Donc, c'est sûr que c'est des éléments de contexte. Je vous dirais aussi que les baby boomers sont des gens pour qui la valeur de l'autonomie est excessivement forte. Et bien entendu, on a vu à quel point ça a influencé l'évolution de notre société, l'évolution de notre droit, l'évolution aussi de nos règles, parce que cette valeur-là est devenue excessivement forte avec la réforme du Code civil qui s'est fait, donc qui est entrée en vigueur en 1994, par exemple. On a vraiment consacré cette valeur-là de l'autodétermination de la personne par rapport à la valeur qui pouvait prédominer avant du caractère sacré de la vie, ce qui fait en sorte que depuis maintenant plus de 20 ans, une personne peut refuser absolument tout traitement, elle peut arrêter tout traitement, on peut le faire aussi par consentement substitué, le parent d'un enfant, bon, le conjoint, tout ça, parce que cette valeur-là de ce que la personne juge être bon ou pas bon pour elle est vraiment prédominante. Et ça, c'est quelque chose qui a eu énormément d'influence, bien entendu, sur l'évolution du droit et des règles, mais je dirais aussi sur l'évolution sociale en général, cette valeur qui est accordée à l'autonomie. Donc, bref, ce sont des éléments de contexte. Des éléments de contexte se retrouvent aussi dans le fait qu'on entend souvent qu'il y a des zones grises, que pour contourner certaines interdictions, ben, on pouvait essayer d'aider les gens à pouvoir voir, oui, leur agonie réduite, mais parfois peut-être écourter la vie. Puis là, il va y avoir de grands débats philosophiques par rapport à ça
par des médecins qui vont dire, ben non, parce que l'augmentation des doses de morphine, quand c'est bien fait, et c'est effectivement le cas, ce n'est pas là pour abréger la vie, c'est là pour soulager la personne. Mais d'autres personnes peuvent dire, oui, mais il y a certains protocoles qu'on met en place en fin de vie où il peut y avoir un double effet, dont l'effet de réduire la vie des gens. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des zones grises? Est-ce qu'on ne devrait pas clarifier tout ça? Donc, c'est aussi un élément qui était présent dans le débat, avec aussi, je pense, certaines craintes parfois de la part des médecins, des infirmières, des équipes traitantes, de dire, est-ce que là, on est encore correct dans ce qu'on fait? Et il y a aussi le fait, je pense qu'il n'est pas à négliger, que c'est un débat qui refait surface, je vous dirais plus spécifiquement sur la question de l'aide médicale à mourir depuis une trentaine d'années, parce qu'il y avait eu ce jugement de Sou-Rodriguez par la Cour suprême en 1992, où la Cour était venue à une décision très, très serrée qu'elle a renversée en février dernier, mais où elle avait dit que, bon, par 5 contre 4, non, le suicide assisté devait rester criminalisé, mais ça avait fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu donc différents jalons au fil du temps qui ont fait en sorte que, périodiquement, cette question-là est revenue à l'avant-scène et on s'est beaucoup questionné, y compris avec des gens qui ont décidé de prendre le flambeau. On peut penser à M. Ghislain Leblond, que vous avez peut-être déjà vu. Il a donné beaucoup d'entrevues, quelqu'un atteint d'une forme rare de sclérose et qui donc a dit ce débat-là doit se faire et c'est au Québec qu'il doit se faire parce que ce n'est pas une question de droit criminel, c'est une question de soins pour les personnes qui sont en fin de vie, une question d'accompagnement optimal pour ces personnes-là. Donc, dans ce contexte-là, avant de regarder plus spécifiquement les enjeux, je vous dirais qu'à l'automne 2009, il y avait beaucoup d'éléments qui militaient pour le fait que l'Assemblée nationale se penche sur cette question-là. Moi, j'ai été élue à l'époque depuis moins d'1 an, j'ai été élue en décembre 2008. Et quand je suis venue en politique, j'étais pleine d'idéaux, je le suis encore, rassurez-vous, mais je me disais que quand il y avait des enjeux aussi sensibles, c'était le rôle des élus de se faire les porte-parole de la population et de s'assurer qu'on mette en place le cadre optimal pour que ces débats-là puissent se faire respectueusement. Et que c'était un peu, je dirais, lâche d'attendre que les tribunaux se saisissent de ces questions-là qui ne sont pas faciles, qui sont sensibles, et ensuite d'être pris à se faire imposer une décision, alors que les débats peuvent ne pas avoir été faits avec la population, alors que ça peut avoir l'air précipité. Donc, j'étais convaincue qu'il fallait faire ce débat-là, qu'il fallait donc prendre nos responsabilités comme élus et aller de l'avant. Et contre toute attente, parce que vous savez que parfois en politique, il y a quand même un peu de partisanerie, c'est l'opposition qui a déposé cette motion-là pour créer une commission spéciale de l'Assemblée sur la question de la fin de vie, et ça a été adopté à l'unanimité des partis politiques, et c'est ce qui a fait en sorte qu'on a pu mettre en place cette commission-là, qui s'est révélée, je pense, un très bel exemple du parlementarisme non partisan, comme on devrait l'exercer beaucoup plus souvent. Mais ça, c'est tout un autre débat dont je pourrais vous parler une autre fois, sur comment on pourrait réformer la politique pour avancer tous ensemble, plutôt que de toujours s'arracher la tête entre formations politiques. Mais si ça peut inspirer d'autres exemples, ben, tant mieux. Mais bref, on a mis en place cette commission-là à fin 2009, début 2010, et on a décidé de se promener à travers le Québec. Donc, on est allé dans 8 villes différentes parce que le défi et notre volonté, c'était justement de ne pas entendre que des experts ou des groupes d'intérêt, mais d'entendre la population, d'entendre les gens qui avaient vécu des expériences en soins palliatifs, qui avaient vécu des expériences concernant le respect des volontés de leurs proches, des expériences difficiles aussi en fin de vie, de pouvoir entendre de belles expériences aussi, hein, parce qu'il y en a, puis on a eu des témoignages extraordinaires aussi de fin de vie, très, très, très sereines, qui se sont faits dans des circonstances très belles. Et d'ailleurs, les soins palliatifs, ils sont pour une grande part dans tout ça. Mais donc, on voulait prendre le pouls de la population, et ça, on en est très fiers parce qu'on a réussi à y arriver, parce que 75% de la participation était une participation citoyenne, donc de personnes. Il y avait des médecins, les médecins sont des personnes aussi, les infirmières aussi, il y avait des gens qui avaient un regard plus de l'intérieur, mais il y avait aussi beaucoup, beaucoup de citoyens. Donc, ils sont venus en leur propre nom, et ça, je pense que pour l'exercice, ça a donné aussi beaucoup de crédibilité.
Donc, les 3 enjeux qu'on souhaitait regarder, parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'était pas une commission uniquement sur la question de l'aide médicale à mourir, même si, encore une fois, malgré nos efforts, ça a beaucoup porté là-dessus. Des fois, on disait à des experts en soins palliatifs qui venaient, il y en a qui l'ont fait, heureusement, dont certains qui sont dans la salle, qui nous ont parlé des soins palliatifs et de leur importance, mais beaucoup venaient, mais nous parlaient que de l'aspect de l'aide médicale à mourir. Et alors que c'était vraiment les 3 grands enjeux qui devaient être discutés. Donc, d'abord, les soins palliatifs, toute la question de comment on peut les améliorer, les rendre plus accessibles, les forces, les faiblesses, comment est-ce qu'on doit garder la mixité de lieux de dispensation des soins palliatifs, donc hôpital, développer davantage en CHSLD, évidemment, les maisons de soins palliatifs et le domicile. Est-ce qu'on devait favoriser un endroit plus qu'un autre? Quelle vision on devait développer par rapport aux soins palliatifs? Donc, c'était une question importante. La question, bien sûr, de l'aide médicale à mourir. Est-ce qu'on devait donc ouvrir une porte supplémentaire pour des cas exceptionnels en fin de vie? C'est une question qui a retenu beaucoup l'attention, bien sûr, des travaux. Et toute la question des directives médicales anticipées, et d'ailleurs, il y avait une participante tantôt qui m'en parlait, c'est malheureusement quelque chose qui a été beaucoup occulté, y compris depuis l'adoption, y compris depuis l'entrée en vigueur de la loi, mais c'est quelque chose qui est vraiment important, notamment quand cette valeur de l'autonomie prend beaucoup de place, de se dire, OK, est-ce qu'on devrait aller plus loin? Parce que dans le Code civil, jusqu'à ce jour, jusqu'à la loi, ce qui était prévu, c'est qu'on peut, des fois on appelle ça un testament de fin de vie, un testament biologique, on peut bien sûr, de manière indépendante ou intégrée à notre mandat en prévision d'inaptitude, faire part de ce que l'on souhaite ou pas avoir comme soin si on devient inapte, incapable de consentir. Mais ça avait une valeur, je vous dirais, plus indicative que contraignante. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs entendu des témoignages à cet égard-là en disant mon père ne voulait pas ça, mais malheureusement, on a passé outre, on n'avait pas pris acte de ces documents, ou on n'avait pas consulté la famille, on a réanimé, il n'aurait pas voulu, tout ça. Donc, c'est un enjeu qui est aussi très, très important. Et une des questions, c'était de se dire, est-ce qu'on doit franchir un pas de plus et rendre ces directives-là plus contraignantes? Donc, qu'elles doivent être suivies par toute l'équipe. Donc, très rapidement, les étapes de la commission, ça a été créé, donc, comme je vous le disais, fin 2009. D'abord, on a voulu bien se renseigner, donc on a entendu des experts du milieu médical, juridique, éthique, notamment sociologique, pour faire un document de consultation qui soit le mieux fait possible. Et ensuite, sur la base de ce document-là, qui avait bénéficié de l'œil expert des gens qu'on avait entendus pendant quelques semaines, on est allé à la rencontre des citoyens, comme je vous le disais tout à l'heure, dans 8 villes au Québec, de septembre 2010 à mars 2011. On a entendu des centaines de personnes, y compris avec des gens qui venaient sans avoir déposé de mémoire parce qu'on voulait que ce soit le plus convivial possible. Donc, à la fin de la journée, on laissait tout le temps les gens participer s'ils avaient quelques mots à nous dire parce qu'ils étaient venus assister à la journée. Donc, on voulait que ce soit très, très convivial. Et ensuite, on a travaillé pendant 1 an en séance de travail, les membres de la commission. Alors, il y avait vraiment des membres des 4 formations politiques qui sont représentées à l'Assemblée nationale. Et on a eu 51 séances de travail parce qu'on souhaitait vraiment pouvoir arriver avec le meilleur rapport et un rapport unanime, avec des recommandations unanimes pour que ça porte le plus possible et que ça puisse vraiment faire une différence et que ça ne soit pas tabletté. Alors, je dois vous dire que ça, c'est quand même un exercice qui, finalement, s'est très, très bien déroulé. Mais c'est pas simple d'avoir des députés de 4 formations politiques qui viennent de se chicaner au Salon Bleu pendant la période des questions et qui s'en vont tout de suite après travailler dans la joie, l'allégresse, la sérénité pour améliorer les choses. Mais je pense que ce qui nous a aidés, c'est qu'on était conscients de l'importance de la mission qu'on s'était donnée et on était capable de faire fi de ces divergences-là en se disant qu'on travaillait vraiment dans l'intérêt supérieur des gens en fin de vie. Et ça nous animait beaucoup.
Et c'est ce qui, je crois, a permis à cet esprit-là très, très collaboratif, non partisan, de tenir, et jusqu'à ce jour, de tenir encore, malgré 2 élections, il y a eu 2 changements de gouvernement à travers tout ça. Donc, dans le contexte très, très partisan que l'on connaît souvent, c'est un petit exploit. On a déposé notre rapport en mars 2012, et ça, c'est les chiffres, je vous dis un petit peu, mais peut-être ce qui est intéressant de savoir, j'ai un gros débat avec mon collègue Bernard Drainville, à savoir qui a eu le plus de succès dans sa consultation entre la commission ou la charte. Sur la fin des choses, je vous laisse votre jugement, mais sur le nombre de participants, on a eu 7000 personnes quand même qui ont répondu au questionnaire en ligne et 20 000 personnes qui nous ont envoyé des commentaires, en plus des centaines de personnes qui se sont présentées. Donc, ça a quand même suscité beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et je pense que c'est pour ça que les élus, on peut dire qu'on a vraiment eu le pouls de la population. Donc, les recommandations de la commission, je vous en parle parce que ça a été traduit ensuite dans la loi. Je vais vous parler plus spécifiquement, plus concrètement de la loi. Mais les recommandations concernant les soins, d'abord pour les soins palliatifs, c'était de développer une meilleure compréhension et un meilleur des soins palliatifs, de ce que c'est les soins palliatifs. Donc, le fait que c'est une approche globale pour soulager la personne et accompagner aussi sa famille et ses proches pour qu'elle puisse donc en fin de vie, mais ça peut survenir aussi avant la fin de vie, ce qui serait quelque chose d'intéressant aussi à voir davantage dans la pratique. Donc, d'avoir cette approche-là qui soit beaucoup mieux connue de la population, mais aussi de la part des professionnels, et aussi de mieux encore faire respecter ce que sont le refus et l'arrêt de traitement, parce qu'on s'est quand même rendu compte qu'il y avait encore un peu de paternalisme médical à certains égards, et qu'il y avait parfois des situations où les gens ne se sentaient pas pleinement respectés dans leurs décisions. Donc, développer les soins palliatifs prioritairement à domicile, c'était une recommandation parce qu'on le voit avec les sondages, on le voit dans les enquêtes d'opinion, on le voit qu'on parle à des gens. La grande majorité des gens souhaitent pouvoir rester à domicile le plus longtemps possible, être le mieux accompagnés à domicile possible. Il y a tout un défi, notamment pour les proches aidants. Et dans le rapport, on marquait l'importance donc de les développer à domicile. Mais pour nous, c'était important de garder cette mixité de lieux de dispensation des soins palliatifs parce que les besoins sont différents, les organisations de vie des gens sont différents. Les gens n'arrivent pas tous en fin de vie de la même manière. Il y en a qui arrivent à l'urgence, l'état se dégrade, on ne peut pas les ressortir de l'hôpital. Donc, il faut avoir des lits de soins palliatifs en milieu hospitalier. Il faut avoir des maisons de soins palliatifs. C'est un milieu qui est très apprécié. Mais en même temps, c'est un milieu qui demande, et on peut en parler à M. Maurice qui est sur un projet en ce moment, c'est un milieu qui demande beaucoup, beaucoup de mobilisation des gens de la communauté, beaucoup de levée de fonds. Donc, c'est intéressant, mais ça ne peut pas être le seul modèle. Et bien sûr, les soins donnés à domicile, parce que ça nous apparaît optimal, notamment compte tenu du changement de cap qu'on veut aussi et favoriser le maintien des gens à domicile avec tous les avantages que ça représente. On s'est rendu compte, par ailleurs, qu'il y avait des lacunes qui existaient, oui, en termes d'accès. Donc, tout n'est pas parfait, même si ce n'est pas aussi dramatique que certains veulent nous le faire croire, mais aussi en termes de formation. Et que dans les facultés de médecine, de sciences infirmières, de travail social, on devait vraiment rehausser la formation par rapport à tous les soins de fin de vie et l'accompagnement des gens en fin de vie, et qu'il était temps de rehausser, je dirais, l'importance de ce secteur-là de travail dans les professions en santé. Donc, j'ai dit privilégier les soins à domicile, améliorer la formation, assurer la mise en œuvre de la politique, parce que ce qui est formidable, c'est qu'il existe une merveilleuse politique sur les soins palliatifs depuis 2003, mais on s'est rendu compte par nos travaux que tous ces aspects, en fait, tous les grands éléments s'y trouvent, mais malheureusement, il y avait un manque de volonté de l'appliquer, je dirais, et d'aller plus loin. Et donc, l'importance de vraiment la remettre au goût du jour et de la suivre. Et reconnaissance formelle des soins palliatifs dans la loi. Donc, on s'est dit, c'est bien beau, dans la loi sur les services de santé et les services sociaux, on reconnaît un droit général aux soins, mais c'est important de faire ressortir
les soins palliatifs comme tels pour marquer bien clairement l'importance de ce droit-là. Le mot soins palliatifs n'apparaissait avant la loi 2 qui est entrée en vigueur en décembre, n'apparaissait nulle part dans le corpus législatif québécois, donc c'est quand même une avancée importante. Et dans le rapport d'ailleurs cette semaine qui a été déposé par la Société canadienne du cancer sur les soins palliatifs, c'est une des recommandations pour l'ensemble du Canada, mais le Québec fait figure de chef de file parce que nous, c'est déjà reconnu dans notre loi. Planification des soins de fin de vie, bien, on en est venu à la conclusion qu'il fallait donner une valeur contraignante aux directives médicales qui peuvent être donc faites à l'avance par les gens, c'est-à-dire que à quoi ça sert de faire des documents s'ils n'ont qu'une valeur indicative et qu'on peut passer outre. Donc, de leur donner une force plus contraignante, donc de mettre en place un formulaire destiné à cette fin qui pourrait être signé devant témoin ou par acte notarié. Je vais revenir quand je vais parler plus spécifiquement de la loi. Prendre des mesures pour que ces directives apparaissent dans le dossier médical et puissent être inscrites à un registre, ce qui fait en sorte que, qu'importe où vous arrivez en situation d'urgence dans un hôpital, on serait capable de savoir si vous avez de telles directives et l'obligation faite aux médecins de vérifier l'existence de ces directives et d'avoir un outil pour leur mise à jour. Et pour l'aide médicale à mourir, eh bien, on a travaillé très fort sur cet aspect-là, bien sûr. Et comme je vous le disais un peu, on s'est beaucoup penché sur l'évolution autant sociale, juridique que médicale de la société québécoise. Et on en est venu à la conclusion qu'il y a des situations, même si on les souhaite les plus minoritaires possibles, les plus exceptionnelles possibles, où il y a des défis qui sont posés à nos valeurs de compassion, de solidarité, où on n'arrive pas, comme le Collège des médecins l'avait fait ressortir dans son rapport en 2009, où on n'arrive pas à soulager pleinement quelqu'un qui est en fin de vie. Et dans cette optique-là, on proposait donc une option exceptionnelle pour les personnes aux prises avec des souffrances exceptionnelles, qui pourra être source de sérénité pour les personnes en fin de vie qui vont y avoir recours, mais aussi plus largement pour les personnes qui font face à la maladie, que ce soit un cancer qui ne peut plus être traité, que ce soit une maladie dégénérative, de savoir à travers donc les jours où on fait face à notre maladie que si le pire devait survenir, cette option exceptionnelle est là. Donc, c'est aussi une source de sérénité pendant que l'on traverse notre maladie. Et je dois vous dire qu'à cet égard-là, on a été éclairés et touchés par beaucoup de témoignages, dont un d'une jeune femme de 27 ans qui était atteinte de l'ataxie de Friedreich, donc une maladie dégénérative importante, qui se déplaçait en fauteuil roulant et qui est venue nous livrer un témoignage très éloquent, à nous dire, vous savez, moi, à chaque fois que je me présente ou que je vais dans un lieu public, je regarde d'abord où sont les sorties de secours. Parce que si une urgence devait arriver, je veux savoir évidemment où je peux me diriger compte tenu que ma mobilité n'est pas à son meilleur. Et elle nous a dit, pour moi, une forme d'aide médicale à mourir, c'est une sortie de secours. C'est de savoir que si le pire devait survenir dans ma maladie, parce que, bon, elle, dans l'évolution des choses, ça pouvait venir en sorte qu'elle s'étouffe, qu'elle ait des difficultés respiratoires très, très importantes, que cette option-là exceptionnelle va exister. Évidemment, j'espère ne jamais y avoir recours. J'espère, comme tout le monde, mourir dans mon sommeil après une soirée bien arrosée avec des amis et en plein bonheur. Mais compte tenu de mon état et de ma maladie, je sais que ça risque d'être différent. Et moi, ça va m'aider au quotidien de savoir que cette possibilité est là. Donc, bien sûr, ce qu'on s'est rendu compte à la lumière de tout ce qu'on a lu, vécu, entendu, c'est que oui, il y a certaines souffrances qui, malgré les meilleurs soins palliatifs, n'arrivent pas à être pleinement soulagées, endiguées, et qu'il fallait être capable de répondre à ces situations, même si elles sont exceptionnelles. Vous savez que les lois sont là souvent pour des situations exceptionnelles, à répondre donc à ces situations-là. Donc, la trame fondamentale de nos recommandations, c'était cette idée d'un continuum de soins,
de vraiment pouvoir accompagner la personne le mieux possible dans l'ensemble donc de sa maladie jusqu'à sa fin de vie, compte tenu de sa réalité propre. Et pourquoi on a retenu l'aide médicale à mourir? Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, ça, c'est une manière de confondre les gens, puis vous ne voulez pas utiliser les bons mots, puis les mots euthanasie ou suicide assisté, c'est plus chargé, donc vous ne vouliez pas les utiliser. » C'est vrai que c'est plus chargé. Ce n'est pas du suicide assisté, donc on ne pouvait pas utiliser un mot que ce n'est pas. Du suicide assisté, c'est dans les États américains où ça existe, c'est la réalité de fournir les moyens à quelqu'un de se suicider en quelque sorte. Quelqu'un qui ne peut plus le faire parce que, par exemple, il est lourdement handicapé, qui n'a pas l'usage de ses bras, de ses jambes. Et donc, comment ça se fait dans les États américains, par exemple, c'est qu'on donne une prescription à quelqu'un, on lui dit « OK, tu réponds aux critères » et on te donne une prescription, tu retournes chez toi et au moment où tu le juges opportun, sans autre accompagnement médical, tu peux faire remplir ta prescription et décider donc d'en finir. Pour nous, ce n'était pas ça, la logique qu'on voulait mettre de l'avant. On trouvait qu'il y avait une rupture dans une telle logique. C'est une philosophie qui peut se défendre tout à fait, mais ce n'était pas notre philosophie ou notre logique. Où nous, c'était vraiment quelque chose d'intégré dans un continuum avec un accompagnement médical et la notion en elle-même aussi de suicide, avec tous les efforts que l'on fait pour prévenir le suicide, pour travailler sur cette option-là, ça ne nous apparaissait pas autant par la philosophie, la logique, la manière dont ça procède que la terminologie heureux. Pour ce qui est du terme euthanasie, euthanasie, ce que ça ne faisait pas ressortir, qui pour nous est très important, c'est que euthanasie en soi ne fait pas ressortir non plus le contexte médical, l'accompagnement médical. On le sait très bien. Il y a des exemples d'horreur dans notre histoire où on a utilisé ce terme-là et ça n'avait absolument rien à voir avec un contexte médical. Et autre chose, c'est que ça ne sous-entend pas que la demande et la volonté viennent de la personne en tout temps. Et ça, c'est la pierre angulaire de toute la réflexion, c'est que la demande, la volonté, c'est celle de la personne concernée. Ça, il y a encore du travail à faire. Ce n'est pas le conjoint, l'enfant, le parent qui peut décider pour la personne, c'est la personne elle-même. Alors, l'idée de la terminologie d'aide médicale à mourir nous est apparue comme la bonne pour refléter ce que c'était. C'est une aide parce que c'est la personne qui le demande, c'est médical parce que c'est dans un contexte médical et c'est pour mettre fin aux souffrances d'une personne en entraînant son décès. Donc, rapidement, juste pour la petite histoire, bien sûr, il y a eu le dépôt du rapport de la commission en 2012. Alors, moi, dans ce temps-là, j'étais vice-présidente de la commission, mais j'étais dans l'opposition. Et il y a eu une élection en septembre. Donc, on est devenu au gouvernement. Je fais partie du Parti québécois, donc on était au gouvernement. J'ai été nommée ministre pour enseigner Dr. Lucie des services sociaux et de la protection de la jeunesse et du dossier Mourir dans la dignité des soins de fin de vie. Et c'est ce qui fait en sorte que, ce qui est formidable des fois de pouvoir mener quelque chose, j'étais toujours d'accord 6 mois plus tard avec les recommandations sur lesquelles j'avais travaillé dans la commission. Et là, j'étais ministre responsable de les implanter. Donc, le rapport n'est pas resté sur une tablette. J'ai donc élaboré avec une équipe formidable au ministère de la Santé ce projet de loi-là qui a vraiment franchi toutes les étapes, des dizaines d'heures de travaux entre juin 2013 et février 2014. Donc, toute l'étude détaillée du projet de loi en commission était faite. Le débat sur l'adoption finale était fait. Il restait à peu près 2 heures. Et donc, que le Parti libéral, qui était l'opposition à l'époque, nous demandait. Et donc, on a offert d'étirer en soirée et tout ça, mais on était dans un contexte excessivement chargé parce qu'on en était au dépôt du budget en février et après, il y a eu déclenchement des élections. Donc, évidemment, les libéraux n'ont pas accordé, je dis évidemment, ils n'ont pas voulu qu'on siège en soirée. Et nous, de notre côté, il y a eu un déclenchement d'élections, ce qui fait en sorte qu'à 2 heures d'être adopté, le
grand, je dirais, mystère planait à savoir si cette loi-là allait être adoptée. Mais évidemment, puisque nous avions déclenché les élections, ce n'était pas par masochisme, c'est qu'on pensait être réélus. Mais vous savez, des fois, les choses ne se passent pas comme on pense. On n'a pas fait, disons, pour le moins, la meilleure campagne de notre vie. Et vous savez, le jeu des serpents et des échelles, eh bien, nous avons eu un grand serpent, celui-là qui arrive en haut à 3 avant d'arriver à gagner, et nous sommes retombés au tout début. Et j'ai été très inquiète de savoir ce qui allait arriver du projet de loi après ces 3 ans de travaux. Mais heureusement, le nouveau gouvernement a dit qu'il allait le ramener. Et comme il y a eu beaucoup de premières dans ce dossier-là, il y a eu une première, il l'a ramené à l'étape où il était rendu, donc à quelques heures d'être adopté. Il l'a ramené avec les 2 noms. Donc, sur le projet de loi, c'est une première. Il y a le nom du ministre Barrette et il y a mon nom, comme quoi on est co-responsable de la loi. Donc, cette fameuse loi qui est entrée en vigueur maintenant depuis décembre, qu'est-ce qu'elle dit? Sur quoi elle porte? Donc, elle met d'abord au cœur de ses dispositions des valeurs. Donc, valeurs de dignité, d'accompagnement de la personne, solidarité, compassion, respect de la personne et de son autonomie, mais aussi beaucoup protection des personnes vulnérables. C'est une préoccupation qu'on a eue constamment pendant les travaux et que j'ai eue constamment pendant l'élaboration de la loi, à toujours me rappeler les témoignages de gens qui avaient des inquiétudes. Est-ce que ça ne pourrait pas devenir un bar ouvert? Est-ce que ça ne pourrait pas nous amener sur une pente glissante? Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'habitait beaucoup. Et il y avait cette volonté-là que la loi soit la mieux circonscrite possible, donc pour protéger des abus, mais aussi protéger les gens et amener une égalité dans le traitement. Parce que vous êtes vulnérable quand vous êtes en fin de vie et vous n'avez pas la plus grande force pour négocier nécessairement avec votre médecin puis votre équipe soignante toujours de ce que vous voulez, puis là, j'en veux plus, puis tout ça. Donc, cette équité de traitement-là, en disant ça va être inscrit dans une loi, c'est quelque chose aussi qui m'apparaissait important pour la protection des personnes vulnérables en fin de vie. Les 2 grands principes, c'est, puis il y en a un troisième, mais c'est que le respect de la personne en fin de vie et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent inspirer chacun des gestes posés à son endroit et que la personne en fin de vie doit en tout temps être traitée avec les valeurs dont je parlais, de ses besoins et de sa sécurité. L'esprit de la loi, c'est vraiment de dire on a une personne devant nous. Et le focus, c'est cette personne-là qui est en fin de vie et on l'accompagne le mieux possible compte tenu de sa situation à elle, de ses besoins à elle, de ses volontés à elle. Et ça peut avoir l'air banal, puis dire, ben oui, ben c'est ça qu'on doit toujours faire, mais moi, je vous dirais que de le mettre dans une loi avec les obligations que ça crée, ce que ça crée aussi pour les médecins, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites noir sur blanc, ça force à toujours être en contact avec la personne et on a mis aussi une obligation d'information et je dirais continue. Parce que c'est évident, et on l'a vu par les témoignages, il y a des équipes traitantes, il y a des médecins, il y a des infirmières qui ne sont pas à l'aise parfois en fin de vie à annoncer des mauvaises nouvelles et à dire ce qu'il y en est. Mais au nom du principe de l'autonomie de la personne, du consentement libre et éclairé, c'est sûr que ce sont des principes qui existent déjà, mais je pense que parfois, il faut franchir un pas de plus. Et en le rappelant dans la loi, ça montre à quel point on doit aussi toujours être soucieux d'avoir une bonne communication avec le patient, particulièrement en fin de vie, dans des contextes qui peuvent être très difficiles cliniquement, mais aussi émotivement. Donc, comme je vous ai dit, le projet de loi est vraiment en droite ligne avec les recommandations de la Commission. C'est vraiment de mettre une vision globale et intégrée des soins de fin de vie de l'avant sur l'idée d'un continuum de soins. Donc, 2 volets, les droits des gens, l'organisation et l'encadrement des soins de fin de vie et la question des directives médicales anticipées. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait recommandé, et c'est écrit noir sur blanc dans la loi, qu'une personne dont l'État le requiert, une personne en fin de vie, notre loi, elle est sur les personnes en fin de vie. D'ailleurs, je peux peut-être vous faire une petite aparté. Certains juristes disaient on pourrait modifier, dans le fond, d'une part le Code civil, d'une part la loi sur les soins, les services de santé et services sociaux, puis partir de ce qui existe déjà. Mais on était d'avis que c'était beaucoup mieux d'avoir une loi autoportante
sur les personnes en fin de vie. Un, pour que ce soit plus digeste. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés à la lire, c'est une 60aine d'articles, ça se lit en 1 heure, c'est pas compliqué. C'est une loi vraiment sur les personnes en fin de vie, donc ça donne aussi une importance, je dirais, à cette étape-là de la vie, qui est une étape en soi, qui est une étape fondamentale de la vie pour la personne qui, bien sûr, vit cette étape-là, mais pour aussi ses proches. Donc, on trouvait que c'était une manière aussi de donner de la résonance et de consacrer l'importance de cette étape-là de la vie et de ses soins en fin de vie. Donc, d'où, fin de mon aparté, le fait qu'on a décidé de se doter d'une loi spécifiquement sur les personnes en fin de vie. Donc, les soins peuvent être offerts, c'est un principe dans la loi, donc en établissement, ce qui veut dire aussi dans les CHSLD, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là, mais c'est consacré, donc ce sont tous les établissements publics qui doivent désormais avoir une politique de soins de fin de vie. La majorité en avait déjà, mais ceux qui n'en avaient pas, ou certaines entités qui étaient moins avancées, doivent maintenant avoir fait la réflexion et avoir une politique sur les soins de fin de vie. Là, quand je parle de soins de fin de vie, je ne parle pas juste d'aide médicale à mourir, je parle de bons soins palliatifs. Et donc, d'être capable d'accompagner les gens. Souvent, on va dire « Ah oui, mais là, l'argent, tout ça. » Il y a une question d'argent, oui, parce que ça ne nuit jamais pour améliorer les choses. C'est pour ça que autant quand moi, j'étais ministre, on a annoncé un 15 millions dédié en soins palliatifs. C'était la première fois. Le ministre actuel a annoncé à la fin de l'automne un 10 millions pour le développement des soins palliatifs aussi, avec un plan quinquennal, donc un 25 millions en 3 ans, ce qui est quand même intéressant. Mais c'est aussi, je vous dirais, une philosophie de s'approprier cette philosophie des soins palliatifs et de faire en sorte que ce n'est pas non plus l'apanage des départements, je dirais, spécialisés où il y a des lits de soins palliatifs, mais que c'est une philosophie aussi dans l'approche qu'on a avec les gens, avec, oui, des experts, mais de se dire qu'on doit tenir compte globalement de la personne, de son bien-être et de ses proches. Donc ça, c'est une avancée très importante qui, je pense, va faire une différence, notamment pour les personnes aînées qui sont dans les CHSLD importantes et qui devrait aussi faire une différence pour les soins de manière générale, notamment à domicile. Il y a des règles applicables là, particulières selon les différents dispensateurs de soins. On a entendu parler notamment des maisons de soins palliatifs qui ont la liberté d'offrir ou non l'aide médicale à mourir. Évidemment, elles sont créées pour donner des soins palliatifs, donc elles doivent donner de bons soins palliatifs, mais cette liberté-là a été laissée parce que ce ne sont pas des établissements publics, donc la même contrainte ne pouvait pas être exercée. Ce sont des organismes communautaires au sens de la loi, comme je le disais tout à l'heure, qui nécessitent l'implication de la communauté, des levées de fonds et tout ça. Donc, elles ont le loisir d'offrir ou non l'aide médicale à mourir en vertu de la loi elles doivent par ailleurs dire aux gens qu'elles accueillent si elles l'offrent ou non et elles ont l'obligation, pour celles qui ne l'offrent pas, de transférer la personne si on doit en arriver là pour que la personne puisse recevoir l'aide médicale à mourir si telle est sa volonté parce qu'elle change d'idée en cours de route. Comme vous avez vu, ça a suscité un gros débat au sein de l'Association des maisons de soins palliatifs. Il y a 2 maisons pour l'instant qui ont annoncé, donc à Sherbrooke et Drummondville, qu'elles allaient offrir l'aide médicale à mourir. Pour l'instant, les autres ont dit non. D'autres se disent en réflexion. Mais c'est quelque chose qui, je pense, va peut-être évoluer à la lumière de ce que les communautés qui soutiennent ces maisons-là, d'ailleurs, vont vouloir faire valoir comme point de vue. Donc, évidemment, il y a des conditions et des exigences particulières, et j'y viens pour l'aide médicale à mourir. Et il y a aussi la création d'une commission sur les soins de fin de vie, dont le mandat, dont Dr. Lucier fait partie, dont le mandat est d'examiner toute question relative aux soins de fin de vie. Donc ça, en soi, c'est aussi une grande avancée pour être sûr qu'on n'oublie pas l'importance des soins de fin de vie. C'est une commission qui a, oui, comme responsabilité de recevoir les déclarations d'aide médicale à mourir une fois que l'aide médicale a été administrée pour s'assurer que tout s'est fait conformément à la loi.
mais c'est aussi une commission qui va avoir un rôle aviseur, un rôle conseil auprès du ministre ou de la ministre de la Santé et des Services sociaux sur l'évolution des choses, parce que c'est une commission qui va devenir un peu une commission experte sur comment les choses se passent, pas juste pour l'aide médicale à mourir, mais pour l'ensemble des soins palliatifs. Est-ce qu'on voit des améliorations? Est-ce qu'on voit une amélioration dans la formation? Comment les choses se passent sur le terrain? Est-ce que la loi a des impacts? Donc, il va y avoir des rapports périodiques qui vont devoir être faits et des recommandations qui vont pouvoir être faites aussi au ministre. Directive médicale anticipée rapidement. Donc oui, on a décidé qu'on donnait une valeur contraignante aux directives médicales anticipées à partir du moment où elles sont faites selon ce qui est prescrit dans la loi. Je sais qu'il y a eu une conférence spécifiquement ici sur la question des directives médicales anticipées, donc je ne m'attarderai pas indûment, mais s'il y a des gens qui ont des questions tantôt, ça va me faire plaisir. L'idée, c'est de dire qu'il y a désormais un formulaire. Vous pouvez appeler à la Régie de l'assurance maladie du Québec pour demander votre formulaire de directive médicale anticipée et qui fait en sorte que vous pouvez donc indiquer sur certains éléments, est-ce que je veux être réanimé, est-ce que je veux avoir des soins de tel type, je dirais plus extraordinaire, si je suis rendue en fin de vie ou je veux le minimum, bon, tout ça. Donc, il y a différents éléments sur lesquels vous pouvez à l'avance indiquer ce que vous souhaitez ou non. Et à partir du moment où il est signé par vous et un témoin ou notarié, il n'y a pas d'obligation que ça soit notarié, c'est à partir de ce formulaire-là et que vous donc le renvoyez. Ça a une valeur contraignante. Donc, vous donnez à votre médecin. Là, j'ai entendu tantôt que ce n'est pas tous les médecins qui sont encore tout à fait familiers avec cette nouvelle réalité-là, mais on va y arriver parce qu'il y a de la formation, puis il va y avoir de l'amélioration au fil du temps. Mais en soi, que vous montriez ça, c'est contraignant. Donc, ça veut dire qu'on doit suivre ce qui est inscrit dans ça et ça n'a pas juste une valeur indicative. Et il va y avoir un registre. C'est prévu dans la loi. Il n'est pas encore en vigueur, mais il devrait être en vigueur d'ici l'été, où tout ça va être consigné, toutes les directives médicales anticipées, ce qui fait en sorte, comme je le disais tout à l'heure, que si vous arrivez à un endroit qui n'est pas votre endroit habituel, qui n'est pas avec votre médecin traitant, comme c'est le cas quand on arrive à l'urgence, on va pouvoir voir ce qui est inscrit. Et moi, quand j'étais ministre, mais les choses ont changé depuis, mais moi, j'avais aussi suggéré qu'il y ait un petit collant sur la carte d'assurance maladie qui dise « J'ai des directives médicales anticipées », comme ça, on le sait et on sait tout de suite qu'on doit aller vérifier, même s'il y a l'obligation légale de le faire. Donc, vous comprenez le sens des directives médicales anticipées, c'est bien sûr d'inscrire nos volontés au cas où on deviendrait inapte à les exprimer. Et lorsqu'elles sont donc conformes aux documents, elles obtiennent une valeur contraignante. Et l'aide médicale à mourir. Donc, comme je le répète, c'est une option exceptionnelle pour des situations de souffrance exceptionnelles. C'est vraiment très encadré à l'article 26 de la loi. Et seule une personne qui est en fin de vie et qui répond aux conditions suivantes pourra faire une demande d'aide médicale à mourir. Ça veut dire, quand on parle d'une personne en fin de vie, que ce n'est pas, par exemple, une personne lourdement handicapée, mais qui n'est pas en fin de vie, qui peut vivre encore 20 ans, 25 ans. Ça veut dire que ce n'est pas non plus une personne qui vient d'apprendre, qui vient d'avoir un diagnostic d'une maladie incurable, mais qui peut vivre 15 ans, 20 ans, 30 ans avec sa maladie. Donc, c'est vraiment, puis on va voir comment ça s'interprète avec les autres critères, une personne qui est à la fin de sa vie, compte tenu de l'évolution de sa maladie. Vous n'êtes pas une personne en fin de vie si vous avez 95 ans, mais que vous n'êtes pas malade, puis vous êtes en pleine forme. Je veux dire, vous êtes techniquement plus à la fin de votre vie qu'au début de votre vie, mais vous n'êtes pas, au sens de la loi, une personne en fin de vie parce qu'il y a les autres critères. Donc, la personne doit être majeure, apte à consentir aux soins. Et ça fait toujours couler beaucoup d'encre, mais ça veut dire que malgré ce que je vous ai dit sur les directives médicales anticipées, pour spécifiquement l'aide médicale à mourir, la personne doit être apte au moment où elle le demande. Donc, vous ne pouvez pas le demander à l'avance. Je voudrais avoir l'aide médicale à mourir, exemple, si j'ai la maladie d'Alzheimer, que je suis rendue à un stade X et je voudrais donc recevoir l'aide médicale à mourir.
ce n'est pas possible en vertu de la loi parce que cette notion de consentement en temps réel et de demande provenant de la personne a été jugée fondamentale. Il y a des gens, je le sais, que ça vire à l'envers. En général, à chaque conférence que je donne, il y a des gens qui me questionnent là-dessus. Et ce que je vous dirais, c'est que c'est un choix qui a été fait parce que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus gros, d'aller jusqu'à cette étape-là, parce qu'évidemment, ça requiert un jugement de savoir à quel moment on est rendu au moment où la personne nous a décrit à l'avance qu'elle ne voudrait plus vivre. Et ça requiert aussi, parce qu'on va voir le critère sur la souffrance, une évaluation de la souffrance, mais avec quelqu'un qui n'est plus en mesure de verbaliser comment elle vit cette souffrance-là. Donc, c'est beaucoup plus complexe. C'est certain qu'il y a des gens dans le Collège des médecins qui étaient favorables à ce qu'on aille jusque-là, qui nous a dit que c'était pas impossible d'évaluer la souffrance, bien sûr. Puis, il y a beaucoup de gens, dont des experts gériatres, qui vont nous le dire, c'est pas impossible, avec des gens qui sont inaptes d'évaluer la souffrance. On voit différents éléments, mais c'est quelque chose qui, dans l'état des choses, vu que c'était déjà un pas très important que l'on franchissait, que l'on n'a pas franchi, et je vous dirais aussi que nous n'aurions pas de loi si nous avions inclus ça, parce qu'il y avait des réserves de certaines formations politiques, ce qui fait en sorte qu'on n'aurait pas pu donc avoir cette loi adoptée en 2014. Donc, la personne doit être apte. J'ai insisté là-dessus, c'est parce que c'est important. Ça, c'est un des éléments où il y a de la confusion, donc je veux le faire ressortir. Elle est atteinte d'une maladie grave et incurable, je vous le disais. Donc, c'est pas que vous n'êtes pas bien, vous avez un problème de santé ponctuel et là, vous en avez assez. C'est pas du tout ça, la philosophie. Votre situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Donc, ça veut dire que vous êtes avancé dans votre maladie. Moi, je dis des fois, vous êtes rendu de l'autre versant de la montagne, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amélioration possible, selon, bien sûr, votre médecin. Vous êtes en fin de vie, comme je l'ai dit, et vous éprouvez des souffrances physiques ou psychiques. Ça peut être un ou l'autre, pas nécessairement les deux. Il y a des souffrances psychiques en fin de vie qui sont insupportables, donc, et qui sont constantes, insupportables, et qui ne peuvent pas être apaisées dans des conditions jugées tolérables. Donc ça, c'est, je vous dirais, le contexte, les critères, les éléments qui font en sorte que vous pouvez ou non demander de recevoir l'aide médicale à mourir. Mais au-delà de ça, il y a un processus. C'est pas comme je vous dis, un matin, on se réveille, OK, j'ai eu une dure nuit, je réponds aux autres critères, donc je veux que vous m'administriez l'aide médicale à mourir maintenant. On veut s'assurer qu'évidemment, c'est un désir qui est persistant. Donc, il y a un processus formel avec le médecin, donc ça doit être demandé à votre médecin qui s'assure que tous les critères sont respectés. Et il y a un second médecin qui est appelé, qui doit donner un avis pour dire oui, effectivement, on rencontre tous les critères. La demande doit être répétée, dans des entretiens différents. Donc, ça veut dire au moins 2 fois où vous allez dire oui, je vous ai demandé ça il y a 2 jours, j'ai toujours la même demande, je n'ai pas changé d'avis. Je souhaite qu'on puisse m'administrer l'aide médicale à mourir et bien sûr, quand tous les critères sont respectés. Donc, comme je vous ai dit, ça implique 2 médecins. Et on peut, parce qu'il y a vraiment l'approche interdisciplinaire est vraiment mise dans la loi, l'importance donc que ce ne soit pas une approche qui ne porte que sur le médecin, bien que la décision se prend entre le médecin et le patient. C'est ça, avec le deuxième médecin qui vient dire oui, effectivement, on répond aux critères. C'est pas la famille qui décide, c'est pas toute l'équipe, c'est pas le comité d'éthique, c'est le médecin avec son patient. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas être inclus, mais c'est cette relation-là qui est très, très importante. Mais compte tenu de l'importance que l'on donne à l'interdisciplinarité, ce qui est prévu dans la loi, c'est qu'il y ait pour l'interprétation des critères et savoir où la personne en est, notamment pour la souffrance, tout ça, qu'il y ait une consultation avec l'équipe traitante plus largement, parce que, je me répète, mais les infirmières
sont souvent beaucoup plus présentes sur une base quotidienne, de beaucoup plus longues heures, et entendent souvent certains cris du cœur, des propos des personnes, voient l'évolution des choses, aussi parfois de manière beaucoup plus constante que les médecins, bien que les médecins ont l'expertise. Donc, c'est pour ça que cette relation-là, elle est importante aussi. Et le médecin qui administre l'aide médicale à mourir, il doit rester, évidemment, il l'administre, il est présent, il ou elle est présente, administre l'aide médicale à mourir, reste bien sûr jusqu'au décès complet de la personne et transmet par la suite son avis, autant bien sûr au CMDP qu'à la Commission des soins de fin de vie. Donc, la conclusion, bien, je vous dirais en conclusion que vraiment, ce qui a été souhaité par les parlementaires, par beaucoup de gens qu'on a entendus et par l'Assemblée nationale dans son ensemble, c'est d'avoir une loi qui soit vraiment équilibrée et responsable. Donc, l'objectif, c'est de favoriser des meilleures fins de vie, moins souffrantes, plus conformes aux volontés de la personne, à ses besoins, à sa réalité propre, et de renforcer l'engagement solidaire qu'on a par rapport aux personnes en fin de vie, globalement en les accompagnant mieux, en ayant les soins palliatifs beaucoup plus largement et mieux compris, et en ayant cette option supplémentaire et en ayant des directives médicales anticipées plus contraignantes. Un souci de protection constant pour les personnes vulnérables. Si vous lisez la loi, je pense que vous allez bien le sentir. J'ai inscrit que c'était une affaire d'État pour que la fin de vie demeure une affaire personnelle. Une affaire personnelle parce que, quand je vous parlais tantôt d'équité, bien, c'est ça aussi, c'est que selon le médecin avec qui vous êtes, il risque d'avoir des valeurs différentes. L'important, c'est que ce soit les valeurs de la personne qui soient centrales. Donc, en faisant en sorte qu'il y ait une loi, bien, tout le monde doit être astreint à la loi et considérer la situation de la personne. C'est vraiment quelque chose qui a donné un grand sens à notre rôle d'élu, comme on le souhaitait, et c'est pour la suite des choses, pour la compréhension de la loi, pour l'application de la loi, bien sûr, une très grande responsabilité pour les gens en fin de vie et pour le gouvernement et tous les gens sur le terrain qui doivent appliquer la loi. Je ne sous-estime pas du tout ce que ça veut dire, mais je pense que vous savez l'expression « mourir dans la dignité » en terminant. Pourquoi cette expression-là, elle a quand même un sens? Pour moi, mourir dans la dignité, ça veut dire de permettre à quelqu'un de mourir en ayant le sentiment qu'il ou elle est encore la personne qu'elle a été pendant toute sa vie. Donc, qu'on la respecte encore, mais qu'elle a encore le sentiment de s'appartenir et de se reconnaître, même si elle est dans ses tout derniers jours ou ses toutes dernières semaines de vie. Et pour moi, c'est ça qui est important au-delà de tout. Donc, merci beaucoup de votre attention et là, je vais être heureuse de répondre à quelques questions. Merci.